Bonjour, la belle entreprise a une fois encore le plaisir de vous présenter une belle aventure entrepreneuriale en recevant Pauline Guéné, la cofondatrice de Induo. Pauline, bonjour. Bonjour. Quelle est l'activité de Induo ? Alors plutôt que de vous en parler, je vais vous montrer. En fait, aujourd'hui, j'ai aucune auréole parce que j'ai un tissu de chemise en coton qui résiste à la transpiration. Et en plus, je vais vous faire une petite démo avec du café que vous m'avez gentiment servi aujourd'hui. Hop, voilà. Tac. Aucune tâche. Aucune tâche. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris l'image, ça donne quoi au son ? Alors, donc on a une chemise en coton, 100% coton, qui résiste aux taches et à la transpiration. Et c'est quelque chose de complètement durable dans le temps. Les fibres sont définitivement modifiées puisque la chemise que je porte, je l'ai lavée déjà au moins 30-40 fois et ça fonctionne toujours. C'est du tissu que vous vendez sous votre propre marque, c'est-à-dire que vous faites les vêtements comme le chemisier que vous portez, ou alors vous passez par d'autres marques qui vont se servir de votre tissu pour fabriquer des chemises. Donc nous, on vend à des marques qui fabriquent des chemises avec, donc on vend le tissu à différentes marques de prêt-à-porter et de sur-mesure. Comment est née cette idée de créer ce tissu résistant aux taches ? Alors, pour être tout à fait honnête, parce qu'on est là pour parler honnête, des coulisses, ouais, surtout, pour parler des coulisses, oui. À la base, on n'avait pas du tout l'intention de créer un tissu. C'est-à-dire qu'on avait un problème constaté qui était avant tout la transpiration, le fait d'être dans des salles de réunion où on a des problèmes de transpiration. Et puis on se disait, mais dans le sportswear, il y a plein de choses qui existent pour permettre d'évacuer la transpiration. Donc on doit être capable de faire la même chose dans le vêtement de tous les jours. Et puis on regarde un petit peu, on voit qu'il y a des technologies qui existent en laboratoire. On se dit très bien, on va créer une nouvelle marque avec des vêtements fonctionnalisés. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, qu'au moment de faire les productions, on voyait que ça ne marchait pas, que par exemple ça partait au bout de quelques lavages. Donc on a mis les doigts dans la prise, on a commencé à prendre un ingénieur textile, puis deux, on s'est dit ça va prendre 2-3 mois, et puis ça a pris 2 ans et demi. Et par contre, la bonne surprise, c'est qu'on avait tellement innové qu'on a été capable de déposer un brevet. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à vendre du tissu à d'autres marques et non pas à créer notre propre marque de mode. Ces coulisses, entre guillemets, sont assez banales, c'est-à-dire que comme beaucoup d'entrepreneurs, vous avez pivoté, vous aviez une idée de départ, vous vous êtes rendu compte que ça ne correspondait pas au marché existant et donc vous avez trouvé la bonne solution. Tout à fait. Finalement, dans toute la stratosphère entrepreneuriale dans laquelle on évolue, je ne connais pas une seule boîte qui est restée sur son business model de départ. 2 ans et demi pour déposer un brevet et on ne parle pas encore de la commercialisation. Comment on fait pour tenir quand on est entrepreneur pendant 2 ans et demi ? C'est difficile. Donc on s'était organisé. Donc mon associé gérait la recherche. Moi, je continuais en parallèle sur un travail au départ. Un travail salarié. Un travail salarié, exactement. Et puis on est allé taper à toutes les portes. Donc on a eu des aides de la région Nord, où on avait rejoint un incubateur qui s'appelait le Centre européen des textiles innovants. Donc on était incubé là-bas et on a eu par ce biais droit à des subventions. On a bien sûr tapé dans toutes nos économies possibles et imaginables. On a frappé à la porte de la famille. Et puis, on a aussi eu la chance de pouvoir faire un prêt bancaire, une banque qui nous a suivis, cautionnée par BPI. Donc ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a en France. Et derrière, on a fait également un crowdfunding pour avoir les sous pour pouvoir faire la première production notamment. Comment on tient ? Et comment on reste lucide ? Parce que je pense qu'au bout de certains mois, vous vous êtes dit, non, on n'y arrivera jamais, on abandonne. Comment on persiste en se disant, si, il y a la sortie du tunnel et on va le trouver, ce produit, et on va le commercialiser et on va pouvoir vivre de cette activité. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, entre guillemets, mentalement pendant ces 2 ans et demi ? En fait, assez rapidement, on a eu quelques résultats très, très encourageants. Donc, en fait, je pense que si vous saviez dès le départ que ça allait prendre 2 ans et demi, vous ne le feriez jamais. Mais le fait est que dès les premiers mois où on a eu des chances sur notre R&D, on se disait « Ah, on y est presque ». Ah, on y est presque. Et j'ai appris depuis peut-être le mécanisme qui nous a fait tenir, ça s'appelle l'escalade d'engagement. C'est l'idée que quand vous avez déjà tellement investi, vous vous dites si j'arrête maintenant, je vais tout perdre. Et comme le bout du tunnel est presque là, en fait, je continue. Et on s'est dit ça pendant plus d'1 an.
On se fait toujours aussi une idée un peu énorme du dépôt de brevet. Est-ce que vous confirmez que c'est difficile d'obtenir un brevet ou alors lorsqu'on a vraiment un produit innovant, ça reste entre guillemets qu'une simple formalité? Alors, c'est jamais une simple formalité dans la mesure où il faut de toute façon passer à la caisse. Donc déjà, ça, c'est douloureux. Ça a un coût. En revanche, dans notre cas à nous, le dépôt de brevet a été plutôt simple. Ce que je conseille, c'est de se faire accompagner. Nous, on a été accompagnés par un cabinet spécialisé dans le dépôt de brevet de la propriété intellectuelle. Et donc, on a pu expliquer notre idée. On a été accompagné par un ingénieur qui a mis en mots, en fait, l'innovation qu'on avait. Et puis derrière, on a pu faire le dépôt de brevet de façon très facile. Donc il y a des cabinets qui sont spécialisés avec un mélange avocat-ingénieur qui se débrouillent très très bien dans le domaine. Et si vous avez quelque chose de vraiment innovant, ça ne devrait pas être trop dur. La recherche, le brevet, c'est vraiment la première étape. Après, il y a la commercialisation, un produit qui n'existait pas. Comment vous avez procédé ? Alors c'était d'autant plus difficile que le textile, c'est un vieux secteur, c'est le premier secteur, première révolution industrielle, premier secteur vraiment industrialisé. Et on arrivait, nous, des petits jeunes, pas du secteur, avec une crédibilité zéro et puis en plus une connaissance des façons de faire nulle. Donc on a vraiment dû prouver avec le produit que ça fonctionnait. Et pour faire ça, on a fait donc un crowdfunding où on a vendu directement des chemises, pour le coup, à des utilisateurs. Et c'est quand on a eu tous les feedbacks hyper positifs qu'on a pu aller voir des marques et leur dire, vous voyez, ça fonctionne, il y a des gens qui l'ont depuis plusieurs mois, qui l'ont lavé, qui l'ont porté et qui en sont très contents. Vous pouvez les appeler, on a leur numéro de téléphone. Et là, ça a fonctionné. Et sur la commercialisation, est-ce qu'il faut se limiter uniquement aux futurs clients ou alors est-ce qu'il faut faire un peu de lobbying, se faire connaître pour que tout le monde, après avoir connu votre produit, en parle et que le bouche à oreille fonctionne bien, même si ce n'est pas des clients directs? Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup été, notamment avec des influenceurs, avec de la presse, qui nous ont aidés en fait à dire que ça fonctionnait. Parce que qu'on le dise, nous, ça fonctionne, c'est une chose, mais quand vous avez quelqu'un, par exemple, en presse, qui l'a testé, qui l'a mis à mal, qui a tout essayé dessus, et qui dit si c'est vrai, ça fonctionne toujours, là, vous avez une crédibilité parce que c'est un tiers qui en parle. Pareil avec les influenceurs. On a été au niveau des syndicats également, qui nous ont beaucoup aidés. Et d'ailleurs, je les remercie s'ils nous regardent. Où est-ce que vous fabriquez ce tissu? Est-ce que c'est produit en France? Alors actuellement, le tissu n'est pas produit en France, il est produit à Taïwan et on est en train de développer une nouvelle chaîne de production en France en parallèle. Ça veut dire qu'avec un peu d'innovation, on pourrait relancer la filière textile en France? Alors moi, ma conviction, c'est qu'à défaut de remettre toutes les usines en France, parce que les usines qu'on fermait, il faut quand même se rendre compte aussi qu'il y a des savoir-faire qui ont potentiellement été perdus. Enfin, si demain, parce qu'on nous dit si vous rouvriez une usine, mais si demain on rouvrait une usine, on aurait du mal à embaucher des gens qui ont été formés sur toutes ces choses. Mais en tout cas, ce dont moi je suis persuadée, c'est que par l'innovation, par la R&D, on peut ramener des jobs dans le textile en France. Et nous, on emploie des ingénieurs textiles, on a nos labos de R&D dans le nord de la France, et ça, c'est une vraie valeur. Qu'est-ce qu'on peut dire aux futurs entrepreneurs pour investir dans la recherche et le développement? Parce que c'est pareil, je pense que c'est un secteur qui impressionne, qu'on imagine plus que c'est des coûts que des investissements. Là, vous l'avez rappelé, ça a été plus de 2 ans d'attente à avoir le brevet. Quel argument vous pouvez leur donner pour vraiment les inciter à miser sur la recherche et le développement? Alors, en France, on est quand même dans un pays qui est très performant et friendly, j'allais dire pour utiliser le mot anglais, avec la recherche. Nous, on bénéficie d'un crédit d'impôt recherche très élevé. On a également, par exemple, il y a sur les thèses pour prendre des ingénieurs, il y a des thèses CIFRE. Il y a beaucoup de subventions régionales accordées par les régions pour justement ramener de l'innovation. Il y a vraiment un panel énorme de subventions et de crédits d'impôt à la disposition des entreprises. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et comment vous vous êtes repéré dans ce labyrinthe? Parce que vous dites qu'il y a beaucoup d'acteurs qui favorisent la recherche et le développement. Est-ce que vous avez trouvé un guichet unique ou ça veut dire que vous avez consacré beaucoup de temps à aller à la recherche, aux informations et au financement?
On a consacré pas mal de temps à aller à la recherche d'informations. Alors au fur et à mesure où on avançait, on était contacté aussi par des consultants dont c'est le métier d'aller à la recherche de toutes ces subventions, de toutes ces aides et ainsi de suite. Et d'ailleurs, on travaille avec certains actuellement pour des appels à projets européens, puisqu'il faut savoir que l'Europe aussi dit, par exemple, moi j'aimerais qu'on développe telle chose. Et les gens qui ont les compétences pour le faire peuvent postuler et ont des subventions pour le faire. Donc voilà, il faut se rapprocher des collectivités, parler à des acteurs comme Business France, la Chambre de commerce et d'industrie. Et eux, généralement, sont les personnes qui vont vous orienter à droite, à gauche, vers les différentes subventions possibles. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté votre emploi salarié pour vous lancer dans cette aventure qui n'était pas gagnée au départ, je pense, quand vous avez rejoint le projet ? Je pense... alors, moi, j'avais... En fait, il y avait une émission, pour vous dire toute l'histoire, il y avait une émission quand j'étais petite sur France 3, qui passait juste avant les infos du soir, et qui présentait des inventeurs. Et donc, j'avais dit, quand j'étais toute petite à mes parents, moi, plus tard, je vais être inventeur. Et au bout de 3-4 ans, je me suis rendu compte que ce qui me motivait là-dedans, c'était pas tellement le procédé technique de l'invention, parce que tout me plaisait, c'était l'idée de faire émerger quelque chose, de créer quelque chose. Et j'ai pas l'air comme ça, mais j'ai plus de 30 ans. Ah non, donc, vous n'avez pas l'air, pardon, je vais vous anticiper, mais non, vous n'avez pas l'air. Donc j'ai plus de 30 ans, donc à l'époque, le mot start-up, c'était pas du tout dans l'air du temps, on parlait pas du tout de ce genre de choses, et j'ai dit à mes parents, moi plus tard, je créerai une entreprise. Et donc quand j'ai rencontré mon associé, qui était en train de... donc on était tous les deux ensemble dans notre emploi précédent, et en fait, donc il me dit, ouais, j'ai envie de faire des chemises. Ah, c'est super, moi aussi. Et puis on est parti comme ça. Il m'a dit, tu sais, je commence là la recherche. Si tu veux, on peut s'associer. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Quel bilan vous tirez de cette expérience, de ce parcours d'entrepreneur ? Alors, beaucoup de positifs. J'ai appris et j'ai grandi comme jamais je pensais apprendre et grandir. Et forcément, le revers de la médaille de ça, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Il faut avoir des amis et de la famille très compréhensifs qui vous soutiennent beaucoup. Donc c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Si vous voulez vous lancer, de toute façon, il n'y a pas à réfléchir, il faut essayer. Et puis au pire, vous vous plantez, ce ne sera pas très grave. Aujourd'hui, où en est Induo et quelles sont les prochaines étapes ? Alors aujourd'hui, Induo vient d'ouvrir son 4e bureau, puisqu'on a un bureau à Paris pour la commercialisation, les labos de R&D à Lille, mais on a également un bureau à Londres, un bureau à Milan, maintenant un bureau à Barcelone. Donc déjà, grande croissance internationale. Je suis la semaine prochaine en Espagne 2 jours, puis en Chine pendant 1 semaine. Donc beaucoup de développement de ce côté-là. Et puis la deuxième nouvelle assez récente, c'est qu'on a levé 1 million d'euros pour lancer des nouveaux produits, continuer sur la recherche. On ne va pas du tout s'arrêter au tissu de chemise. On a déjà les pantalons qui sont dans les cartons et puis on va faire beaucoup de choses, notamment sur le développement durable. Et en termes d'emploi, vous êtes combien y travaillez ? En termes d'emploi, alors il faut toujours que je recompte parce que je ne sais plus si on est 12 ou 13 ou 14. Ça va tellement vite. Je viens de recruter quelqu'un en juillet donc pour le bureau de Barcelone. Je viens de recruter une nouvelle directrice commerciale là, en août. Et on recrute des gens en R&D en ce moment même. Donc je commence presque à perdre le compte, mais bon, une petite quinzaine. C'est très bien, bravo. Et peut-être pour terminer, mais vous l'avez dit en 2 mots, quels conseils vous pourriez donner à ceux qui veulent se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat ? De ne pas trop réfléchir. Quand on commence à penser, quand on commence à calculer, à se dire mais il me faut tant d'argent, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, en fait, on trouve que des obstacles pour ne pas se lancer et on se dit non, j'irai pas. Donc réfléchissez pas, commencez. Et surtout, il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup. C'est-à-dire que ça se construit pierre après pierre après pierre et souvent on se dit je ne pourrais pas commercialiser tout pendant que. En fait, rien ne vous empêche d'aller voir des clients et de prétendre avoir un produit pour déjà tester le marché, par exemple. Donc, il ne faut pas attendre de tout avoir, il ne faut pas attendre que tout soit prêt, il ne faut pas attendre que tous les indicateurs soient ouverts. Il faut commencer. Et si à un moment donné, vous êtes stoppé dans votre route, vous serez stoppé, ce ne sera pas très grave. Pauline, merci beaucoup et à nouveau, bravo pour cette belle aventure. Merci. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité ou bien acheter des chemises dont le tissu résiste aux taches de transpiration et à toutes les taches, vous allez sur le site internet induo.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr. Que l'esprit de la création et que le souffle de la recherche et du développement vous accompagne. Au revoir.